Ayant échappé aux Allemands et aux chiens, Rechlin et ses compagnons ne sont pas au bout de leur peine pour autant. En Espagne, après s'être rendus à 3 carabiniers trop heureux de capturer sans effort ces rojos, ces rouges, ils passeront plusieurs semaines tout d'abord dans la prison de Sort, où Rechlin croise un étudiant de Sciences Po qui a pour sa part franchi la montagne tout seul et sans encombre, comme quoi une telle prouesse n'était pas impossible, puis plus longuement au carcel Modelo du vieux séminaire de Lérida, où il croit remarquer chez les détenus républicains, dont plusieurs sont en attente de leur exécution, une certaine acrimonie à l'égard des Français qui les ont abandonnés à leur sort pendant la guerre civile, avant de se retrouver libre fin septembre à Barcelone, où Rechlin rencontrera notamment, parmi d'autres représentants de la France vichiste ou dissidente, Monseigneur Boyer-Mas, un prélat qui forme avec le colonel Malaise le couple le plus pittoresque de la résistance girodiste en Espagne. Dans la même ville et dans les tout derniers jours du mois d'octobre, il assouvit temporairement son désir de vol en s'offrant dans le parc du Tibidabo un tour de grand manège d'avionnettes, ce qui témoigne aussi de la part d'enfance qu'il conserve. Enfin, le 15 novembre, il embarque à Malaga sur le Sidi Ibrahim et le surlendemain, il est à Casablanca, où son enthousiasme patriotique, comme celui de beaucoup de jeunes gens dans les mêmes circonstances, est ébranlé par la concurrence un peu sordide à laquelle se livrèrent auprès d'eux les recruteurs des deux bords, gaullistes et girodistes. Excédé par l'arrogance des premiers et désireux de combattre dans l'arme qu'il estime la plus prestigieuse, Rechlin s'engage dans le premier RCP, qui vient de se former. Le 16 décembre, il saute pour la première fois, le 17, il est breveté parachutiste par les Américains, et 11 jours plus tard par les Français. Et après cela, il lui faudra encore attendre près d'un an, malgré son impatience, avant d'aller pour de bon au casse-pipe et de s'illustrer à l'automne 1944 dans les combats en Alsace. Un peu moins de 2 semaines avant Philippe Rechlin, un autre évadé de France avait débarqué du Sidi Ibrahim sur le quai de Casablanca. Celui-là revenait de loin. Avant de faire le bon choix, en effet, mon oncle Joseph, dit Jeff, avait fait le pire en s'engageant dans la LVF, Légion des volontaires français contre le bolchevisme, et en partant combattre en Russie sous l'uniforme allemand. On peut se demander pour quelle raison un être aussi candide que cet oncle Jeff, tel que je l'ai connu, a pu se fourvoyer de la sorte. Était-ce pour tuer le père, ce dernier qui apparaît dans Ceux de 14, le livre de Maurice Genevoix sous les traits du capitaine Prêtre, ayant reçu lors de la guerre précédente, outre une blessure qui avait fait de lui une gueule cassée, un lot impressionnant de médailles et de citations, ou bien par suite d'un chagrin d'amour, d'un échec professionnel. Il semble que cet oncle en ait connu quelques-uns, la légende familiale le présentant même, peu avant le déclenchement de la guerre, promenant aux confins du Sahara un troupe décimé de bêtes à cornes, ou de quelque autre déception personnelle ayant altéré son discernement. Après tout, Philippe Rechlin, selon le témoignage de sa nièce, avait envisagé lui aussi, pour éviter avant tout de s'embusquer, de partir sur le front de l'Est. Bien qu'il ne subsiste aucune trace de cet épisode, il semble d'ailleurs que l'égarement de Joseph ait été de courte durée, avant qu'il ne décide non seulement de fausser compagnie à la LVF, quel que soit le moyen qu'il ait trouvé pour y parvenir, mais de rejoindre les armées alliées. Toujours est-il qu'à la mi-juin 1943, on le retrouve détenu par les Espagnols à Pampelune, d'où il ressort que c'est vraisemblablement au Pays basque, où les montagnes sont moins élevées mais la surveillance d'autant plus stricte, qu'il a passé la frontière. Seul, toujours d'après la légende familiale, et se guidant sur une carte Michelin. De la prison de Pampelune, il est transféré le 18 juin vers le camp d'internement de Miranda des Hébraux, par lequel transitèrent, plus ou moins longuement, et dans des conditions de dureté également variables, plusieurs milliers d'évadés de France. Si l'on en juge d'après le rapport établi par un médecin au moment de son élargissement, à la fin du mois d'octobre, rapport qui ne recense pas moins de 9 affections, il ne semble pas que mon oncle Joseph ait bénéficié au camp de Miranda d'un traitement de faveur. Enfin, sachant que les évadés de France débarquant à Casablanca étaient soumis à un sérieux débriefing afin de démasquer d'éventuels espions allemands, il se peut que le début de son séjour marocain n'ait pas été non plus une partie de plaisir. De même que j'ignore par quels moyens il a pu, sans se faire prendre, déserter de la LVF et traverser la France pour rejoindre les Pyrénées, même si je soupçonne deux de ses sœurs, deux de mes tantes étant religieuses, qu'il a reçu le soutien de réseaux ecclésiastiques, je ne sais comment il s'est tiré de ces interrogatoires,
s'il a reconnu son erreur passée, mais cela me paraît tout de même très improbable, ou s'il a pu bénéficier, même à distance, de la protection de mon père, son frère aîné, qui à la même époque appartenait au service de santé de la première division française libre. La seule chose avérée, ou du moins attestée par des documents militaires, c'est que dans les semaines qui suivent son débarquement à Casablanca, il est affecté au 1er RCP, le régiment dans lequel s'illustrera Philippe Rechlin, mais qu'à son 3e saut, contrairement à ce dernier, il se casse une jambe, accident qui met un terme à sa carrière dans le service actif.